Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaou. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le samedi 23 novembre 2024. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 42 minutes destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine de la région. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur l'Alliance des États du Sahel qui boucle sa première année d'existence. Il est intitulé « Alliance des États du Sahel, des attentes et des défis ». Le 16 septembre 2023, une petite révolution a été officialisée au Sahel. 3 pays au destin lié par des enjeux de sécurité et de souveraineté ont convenu de renforcer leur coopération, cette fois-ci à travers une charte. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont en effet annoncé la signature de la charte du Liptako-Gourma qui doit ainsi son nom à cette zone carrefour entre les 3 pays, dite région des 3 frontières. Si le fondement de cette entente instituant l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, est d'ordre politico-militaire, cette charte et ses membres signataires veulent aller au-delà et construire une dynamique de prospérité commune. Le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel a eu lieu le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger. Il a réuni les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au cours de ce sommet, un traité établissant la Confédération des États du Sahel est signé. Dans le communiqué final de ce sommet, les responsables des 3 pays indiquent que le but est une intégration plus poussée entre les États membres. Le 3 août de la même année, Abdelrahman Tiani, chef de l'État du Niger, a annoncé la formation à venir d'une fédération. Le 6 septembre 2024, le chef de l'État malien Assimi Goïta a annoncé quant à lui la création d'une banque d'investissement commune, d'une chaîne de télévision et d'un passeport biométrique. Aujourd'hui, les relations entre les 3 pays de la Confédération marquent, il faut le dire, un tournant significatif dans la dynamique géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. À quel objectif répond la création de l'AES? Un an après sa création, quel bilan pour l'Alliance des États du Sahel? À quel défi est confrontée cette alliance? C'est ce dont nous allons débattre dans le numéro d'aujourd'hui. Et pour en discuter, il y a avec nous Mokhranay Touarabi, journaliste politique. Mokhranay Touarabi travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Bonjour Mokhranay Touarabi. Bonjour Monsieur Chafaoui, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, bonjour Mokhranay Touarabi, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le moins que l'on puisse dire, Mokhranay Touarabi, est que l'AES s'est politiquement positionnée dans un environnement régional et international hostile. Pouvez-vous nous rappeler les conditions de la création de l'Alliance des États du Sahel qui a fini donc, comme je l'ai dit en introduction, par évoluer en confédération ? En fait, il y a eu cette alliance est née dans un contexte révolutionnaire qu'ont connu les 3 pays de cette alliance. Ces mouvements révolutionnaires ont commencé en 2020 à travers le renversement des régimes qui étaient en place et qui étaient accusés de ne pas travailler les intérêts de ces 3 pays et bien évidemment donc les intérêts des peuples de ces 3 pays, donc, qui sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est aussi dans un contexte sécuritaire très tendu et que justement ces mouvements révolutionnaires ont eu lieu durant cette période. Il faut rappeler que
les trois pays étaient gravement affectés par le terrorisme au point où l'ONU a classé cette zone comme l'épicentre du terrorisme international. On peut rappeler que justement il y a eu une augmentation, une estimation des agences des Nations Unies qui parlait justement d'une explosion des actes terroristes dans la région à hauteur de 2000%. Donc tout, à la fois le contexte sécuritaire, mais aussi le contexte économique qui était déjà pas du tout en faveur des populations, était difficile, marqué par de grandes difficultés, aggravé par la pandémie de la Covid-19, a fait que le mécontentement populaire était tel qu'il y a eu même des manifestations qui ont conduit à des changements de régime dans ces pays. Par la suite, ce qui a en quelque sorte hâté ou accéléré cette démarche ou cette volonté de créer un espace commun pour justement mutualiser les moyens. En quelque sorte, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le coup d'État au Niger et la réaction des pays de la CEDEAO. Oui, surtout. Voilà, donc après ce changement non constitutionnel de juillet 2023 qui a conduit donc à la chute du président Mohamed Bazoum au Niger, oui. La CEDEAO a réagi d'une manière très brutale, disproportionnée, en imposant des sanctions lourdes avec un impact terrible sur les populations, mais aussi en menaçant le Niger carrément d'une intervention militaire. Voilà. Cette décision a été très mal accueillie par les pays de la région qui ont justement décidé, qui ont d'abord manifesté leur soutien au Niger, donc je parle du Mali et du Burkina Faso, et par la suite ont décidé d'aller vers un ensemble régional, à la fois pour faire face aux défis sécuritaires, mais aussi aux défis d'ordre socio-économique qui sont immenses. C'est dans ce contexte justement où ces trois pays n'ont pas trouvé d'aide auprès de la CEDEAO, à la communauté économique à laquelle ils appartenaient, qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main, en tentant justement de créer un autre bloc commun qui correspond à leurs aspirations, qui défend leur souveraineté à tout point de vue et qui va à travers lequel ils voudraient justement inscrire leur pays sur le chemin de la prospérité et du développement. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Donc il y a un peu partout dans le Sahel central un mécontentement populaire, mécontentement qui se justifie par l'échec du pouvoir en place à apporter des réponses aux défis sécuritaires qui se posent à des pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Niger, mécontentement qui se justifie aussi par l'incapacité aussi des pouvoirs en place de l'époque à apporter des réponses aux attentes économiques et sociales de la population. Donc ces mécontentements portés par des manifestations de rue débouchent sur des coups d'État. Alors, ces coups d'État sont dénoncés par la CEDEAO, organisation, comme vous le disiez, qui a non seulement décidé de mettre en place des sanctions contre les pays où il y a eu des changements de régime, mais également la CEDEAO a assorti sa décision de mettre en place des sanctions par une menace d'intervention dans ces pays. Et donc, c'est ce qui semble avoir cristallisé, c'est ce qui semble avoir précipité ou convaincu les responsables du Niger, du Mali, du Burkina Faso de créer cette alliance des États du Sahel ou à travers la signature de la charte du Liptako-Gourma. Alors, Moukona Touarabi, la charte du Liptako-Gourma est donc un point de convergence politique entre Bamako, Niamey
et Ouagadougou. Il se base sur la recherche du renforcement de la souveraineté et une coopération profonde face aux enjeux sécuritaires. Est-ce que nous ne sommes pas là face à une sorte de prolongement de la lutte pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique? Oui, tout à fait, parce que justement ces pays aussi sont victimes des ingérences étrangères et des atteintes récurrentes à leur souveraineté dans tous les formats de coopération proposés à ces pays. C'est des formats verticaux dans le sens où voilà, il y a des recettes magiques qui arrivent et qu'il faut appliquer sans réfléchir et sans dire son propre mot. C'est ce qui a poussé ces mouvements révolutionnaires, encore une fois, dans ces régions à s'élever, parce que au fait, voilà, on est dans une zone l'une des plus pauvres de la planète, malgré toutes les richesses dont disposent ces pays. Et on est aussi dans une zone fortement affecté par le terrorisme, malgré la présence de forces étrangères qui, au nom de la lutte antiterroriste, il y a eu des opérations, notamment dans la région du Mali, au Niger, de la coopération avec des pays comme la France, et qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Au contraire, on a vu que le terrorisme progressait, se propageait un peu partout, au point où ces pays sont complètement étouffés. Il y a des pays comme le Burkina Faso qui ont perdu carrément le contrôle de plus de 70% de leur territoire pendant cette période, alors qu'il y a eu le G5 Sahel, il y a eu le Takuba, il y a eu... On va y revenir, Mokhran Touarabi, sur la question sécuritaire. Mais justement, l'AES, Mokhran Touarabi, l'AES est portée par un discours anti-impérialiste, particulièrement critique à l'endroit des Occidentaux. Parmi les Occidentaux, le pays qui est le plus critiqué, c'est la France. Comment peut-on expliquer cette levée de bouclier à l'égard de la France ou contre la France? Il faut rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM que la France est l'ancienne puissance coloniale il y a d'abord au Burkina, au Mali, au Niger. Il y a d'abord le passé historique entre justement cette ancienne puissance coloniale et ces anciennes colonies, justement, qui aujourd'hui décident de s'affranchir de cette tutelle, en quelque sorte, néocoloniale qui est la France. Après les indépendances, en réalité, la France n'a jamais quitté ses anciennes colonies. Elle a trouvé d'autres moyens de rester, de défendre et de servir ses intérêts à travers différentes formes. Aujourd'hui, avec cette alliance, justement, c'est une manière aussi de mettre fin à cette tutelle de l'ancienne puissance coloniale et à cette volonté de garder le contrôle sur ces pays. Donc ils ont décidé de récupérer la souveraineté de ces États pour justement essayer de trouver d'autres moyens et de tisser, en tissant aussi d'autres partenariats avec des pays qui sont prêts à travailler avec ces États dans le respect des partenariats plus équilibrés. Dans le respect mutuel, effectivement, parce que c'était pas le cas avec l'ancienne puissance coloniale qui a été fortement dénoncée par justement, y compris par les populations de ces pays, de par sa façon de voir et de gérer les choses, qui au final ne sert que ses propres intérêts, loin de tenir compte justement des conditions ou des intérêts de ces pays. La preuve que on peut citer plein de trucs. Le niveau de développement, malgré une forte coopération historique entre ces pays, ça n'a pas profité à ces pays finalement. Ils n'ont pas pu avancer en termes de développement sur d'autres plans, y compris sur le plan de l'éducation et de la santé. Aujourd'hui, il y a eu des régions qui ont décidé de prendre les choses en main et de dire basta, il y en a marre de cette tutelle, et d'aller sur d'autres voies et de chercher se mettre sur d'autres
perspectives plus prometteuses pour ces pays. Est-ce que la dynamique particulière à laquelle on assiste depuis 2020 dans le Sahel central n'est pas un peu le résultat d'une prise de conscience des populations de cette région, que la souveraineté et l'indépendance n'est pas totale tant qu'ils n'ont pas la maîtrise de leurs ressources naturelles, tant qu'ils n'ont pas une souveraineté économique? Ils ont compris qu'une souveraineté politique ne suffisait pas à faire d'un pays complètement libre et affranchi de la tutelle de l'ancienne puissance coloniale. Tout à fait. Il y a une forte prise de conscience dans toute la région, allant du Sénégal jusqu'à la mer Rouge. Il y a de plus en plus de voix qui contestent justement cette situation dans laquelle se trouvent encore des pays africains. Au niveau des États du Sahel, cette prise de conscience a été justement actée. Par cette nouvelle démarche dont les auteurs disent qu'elle est irréversible, et je le pense aussi, parce qu'ils sont dans une philosophie bien claire, qui est celle de sortir de cette dépendance outrancière vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale qui n'a rien apporté de bien pour ces pays. Effectivement, quand on analyse un peu le contexte dans lequel cette alliance et les objectifs même de cette alliance confirment cette tendance de fond, de changement radical, de changement de paradigme et de changement de paramètres qui définissent les relations entre ces pays et leurs partenaires étrangers, qui doivent aujourd'hui être basés sur un partenariat mutuellement bénéfique. Et justement, les relations doivent être dans le respect mutuel, loin de recevoir des ordres ou de recevoir justement des politiques dictées de l'extérieur. Donc il n'est pas question d'appliquer des agendas extérieurs dans leur pays, et en même temps de récupérer tous les instruments de souveraineté. Les instruments de souveraineté, d'abord il y a la souveraineté sécuritaire, et vous avez c'est bien souligné, la souveraineté économique, parce que dans ces pays il y a beaucoup de pillages et de prédations commises par des puissances étrangères présentes sur place. Parmi les instruments de souveraineté, vous avez justement la monnaie. Vous avez aussi les finances, parce que les finances aujourd'hui sont entre les mains, en étant dans une sous-région qui s'appelle la zone CFA. La zone CFA, ces pays ont fini par comprendre que le système mis en place par l'ancienne puissance coloniale les maintient dans le sous-développement. Dépendance de ce pays en termes de développement, la marge de manœuvre était extrêmement réduite, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un manque, et ces pays souffrent d'un manque d'infrastructures, d'un manque de ressources financières à même de prendre en charge les préoccupations et les besoins de leur population. Près d'un siècle après leurs indépendances, ces pays sont dans un état de développement qui est loin des attentes de la population. Toi, Rabi. Alors, est-ce que la création de l'Alliance des États du Sahel ne s'explique-t-elle pas par l'échec des interventions étrangères au Sahel, interventions menées, rappelle-t-on, sous le couvert de la lutte contre le terrorisme? Alors, l'exemple le plus patent de cet échec est symbolisé par le mort-né G5 Sahel. C'est une structure qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui n'a jamais été finalement opérationnelle, alors que les attentes en termes de sécurité étaient immenses. Tout à fait, et 8 ans. Il est mort en 2022, il a été créé en 2014, 8 années après, le bilan du G5 Sahel, il est là, et c'est un bilan négatif. Peu de choses ont été faites dans ce cadre. Mais il n'y a pas que le G5 Sahel, il y a la France qui intervient dans la région depuis 2013. Ça a commencé par Serval, et c'est avec l'opération Serval, qui a évolué en opération Barkhane. Il y a eu Takoba aussi, Force Takoba, il y a le G5
G5 Sahel, toutes ces forces présentes dans la région, les forces onusiennes, en plus des forces onusiennes, n'ont pas pu justement enrayer la menace terroriste. Oui. Pourquoi ? Parce que là encore, c'est un problème de paradigme, de politique mise en place. Encore une fois, on ne peut pas lutter contre le fléau du terrorisme avec des visions venues de l'extérieur. Il faut être un enfant de la région pour pouvoir concevoir la bonne politique qui pourrait justement enrayer ce fléau. Et il y a un pays qui a durement souffert du terrorisme, à savoir l'Algérie, qui justement a toujours milité et travaillé pour que le phénomène soit pris en charge par les pays de la région à travers des politiques de coopération, en mutualisant les moyens et en créant des mécanismes de partage à la fois de renseignements mais aussi de renforcement de la formation. De l'étranger, ce que peuvent recevoir ces pays, c'est uniquement les besoins dont les équipements ou le renfort dont ils ont besoin pour mener à bien leur politique. Ce que je veux dire que la vision stratégique de lutte doit émaner de ces pays. Oui. Ce n'était pas le cas avec toutes ces forces dont la feuille de route est fixée soit à Paris, soit à Bruxelles ou ailleurs, et qu'on impose comme ça pour appliquer sans une véritable connaissance du terrain. Parce que pour lutter contre notamment le terrorisme, il y a deux facteurs majeurs. D'abord, il faut connaître le terrain. Parce que c'est une guerre asymétrique qui n'est pas une guerre classique. Il faut d'abord connaître le terrain, avoir les capacités à s'adapter à ce terrain, mais aussi il faut pouvoir recueillir le renseignement nécessaire pour lutter contre les groupes terroristes. Parce que l'arme la plus redoutable, la plus importante dans la lutte et l'efficacité des opérations de lutte contre le terrorisme dépendent aussi de l'efficacité du renseignement. Ces forces n'ont pas pu faire ça. Aussi, on se rend compte aussi, Rabi, que pour lutter efficacement contre le terrorisme, les réponses sécuritaires à elles seules ne suffisent pas. Tout à fait. Il y a des réponses économiques, sociales à mettre en place. C'est une approche qui a été défendue par notamment l'Algérie au sein de l'Union africaine, ou même temps au niveau des agences onusiennes. C'est aussi une approche qu'elle justement défend au sein au niveau de la sous-région, à savoir la réponse sécuritaire à elle seule ne suffit pas. Il faut attaquer le fléau à ses racines, à savoir la pauvreté, à savoir tous les éléments qui alimentent et qui renforcent et qui permettent aux groupes terroristes de se régénérer en trouvant un moyen de recruter, en profitant justement de la détresse et des différends. Parce qu'il y a la pauvreté, ils profitent aussi de certains problèmes dont souffrent les paysans, les pêcheurs, des conflits, notamment entre des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs, et ils s'engouffrent dans ces problèmes auxquels on n'a pas trouvé des solutions pour justement proposer leur aide à telle ou telle partie en contrepartie du renforcement de leur effectif, si on peut l'appeler comme ça. Donc il y a cette donne qu'il faut prendre en charge. Il faut du développement économique. Ça, il ne faut pas offrir uniquement à ces pays. Si on veut réellement aider ces pays, c'est ce que disent aujourd'hui les pays les États de l'Alliance des États du Sahel. C'est aujourd'hui une réappropriation de la lutte contre et l'aide qui peut venir de l'étranger, elle doit être complémentaire et selon les besoins exprimés par ces pays. Rabi, alors beaucoup d'observateurs mettent en évidence le fait que la création du G5 Sahel avait aussi pour but, entre autres, de neutraliser les efforts de l'Algérie pour justement porter des réponses aux problèmes sécuritaires que vit la région. L'Algérie a toujours plaidé et milité pour que les problèmes de l'Afrique d'une manière générale et de la région en particulier soient pris en charge par les pays de la région. Il faut rappeler juste aux auditeurs, Rabi, que le G5 Sahel a été créé au moment où l'Algérie mettait en place
L'Algérie a déjà mis en place le CEMOC, mais justement, l'Algérie qui était justement le premier pays à initier une démarche collective de lutte contre le terrorisme dans la région. Le CEMOC a été lancé en 2010. Oui. Son état-major est à Tamanrasset. Donc cette démarche veut dire quoi? Veut dire que les pays voisins, ils sont confrontés aux mêmes problèmes et ils doivent travailler ensemble pour le régler. Donc c'est une coopération à différents niveaux pour justement enrayer la menace terroriste et le crime organisé. Et l'initiative du G5 Sahel est venue justement pour casser cette dynamique mise en place par l'Algérie et qui rejette justement toute ingérence extérieure. C'est ça le but de cette démarche. Le CEMOC concerne les pays voisins. On n'a pas ramené quelqu'un d'un autre continent lointain et tout pour qu'il nous dicte la ligne de conduite à suivre. Et le G5 Sahel est venu justement pour casser cette dynamique et c'est avéré que c'est pas une approche bénéfique pour les pays de la région. La preuve, les trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont fini par se retirer de cette alliance en dénonçant justement son efficacité. Et aujourd'hui, ils sont dans une démarche qui ressemble à ce que l'Algérie a initié par le passé. À savoir créer un ensemble régional qui va permettre aux pays de mutualiser leurs moyens de lutte pour une stratégie de défense commune. Parce que, étant un fléau transnational, le terrorisme ne peut être vaincu que par une coopération accrue entre tous les pays concernés, donc les pays voisins. Oui. Rabi, alors, puisque nous parlons de sécurité, de lutte contre le terrorisme, est-ce que vous pouvez nous faire le point justement sur la lutte contre le terrorisme actuellement dans la région? On en parle parce que l'un des objectifs de l'Alliance des États du Sahel est justement de prendre en charge... Au fait, on peut constater qu'il y a eu quand même entre les trois États de l'Alliance du Sahel de coopération. On a vu qu'ils partagent un partage de renseignements, un partage de moyens et un renfort d'effectifs quand c'est nécessaire. Il y a eu d'ailleurs, ils ont même fait une sorte d'opération conjointe qui a été faite au Niger, à Taoua, qui a regroupé les forces armées des trois pays des États du Sahel, mais aussi, et c'est ça aussi l'importance, celle du Tchad et du Togo. Donc ça démontre aussi cette volonté, Nigeria ayant aussi une frontière avec le Tchad, et le Burkina Faso ayant une frontière avec le Togo. Donc aussi la coopération dans ce domaine doit aussi être avec ces pays. Donc il y a une démarche dans ce sens. On peut rappeler aussi que le chef d'état-major des forces armées du Nigeria s'est déplacé tout récemment à Niamey pour justement chercher un terrain de coopération régionale, donc discuter de la coopération sécuritaire entre le Nigeria et le Niger, mais aussi avec les autres États du Sahel. C'est une démarche inclusive, ouverte à tout l'ensemble régional. Les États qui composent l'Alliance des États du Sahel ou la Confédération des États du Sahel, puisque appelons-la la Confédération des États du Sahel, n'est pas fermée à la... Au contraire, à tous ceux qui partagent la même vision. Ils sont ouverts, donc à savoir utiliser d'abord ses propres moyens pour faire face à ce fléau. Alors, pourquoi je pose la question, c'est que quand les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont décidé de mettre dehors les Français, les troupes de l'ONU, les Américains, tous les observateurs, enfin un certain nombre d'observateurs avaient misé sur le fait que ces trois pays allaient s'effondrer, allaient sombrer et tomber entre les mains des terroristes. Une année après, ce n'est pas le cas.
ce n'est pas pire qu'avant, ce n'est pas mieux qu'avant, mais aujourd'hui nous avons des pays qui, avec leurs moyens, développent des stratégies, combattent le terrorisme et parfois enregistrent aussi des gains sur le terrain. Tout à fait. On l'a vu sur le terrain. Il y a eu quand même des gains territoriaux assez importants. Il y a moins par exemple, de zones sous contrôle, contrôlées par les groupes terroristes. Oui. Il y a des avancées notables. Oui. Il est vrai que... Bon, l'armée malienne, de temps en temps, accuse reçoit des coups durs, par exemple, comme l'attentat du 17 septembre. Tout à fait. Là aussi, mais elle enregistre aussi des gains sur le terrain. La dynamique générale, je pense qu'elle est positive. Elle a commencé à donner ses fruits. Oui. La preuve que vous l'avez, si tout le monde misait sur l'effondrement de ces États, après qu'ils aient poussé à la porte toutes les forces internationales, françaises, américaines et autres. Aujourd'hui, ils ont prouvé que finalement, avec leurs propres moyens, ils réussissent à faire mieux que toutes les opérations précédentes qu'on a déjà citées. Depuis 2013. Et que finalement, ils ont réussi à endiguer la menace terroriste, à la repousser avec des gains territoriaux assez significatifs. Et aujourd'hui, même s'il y a eu des attentats par-ci et par-là, cela ne remet pas en cause la démarche globale. Pourquoi ? Parce que même pendant la présence de toutes ces forces, au contraire, les attentats terroristes étaient encore plus importants. Pour rappeler... En 2020, d'ailleurs, quand on discute avec les Nigériens, ils le citent souvent, Chinigodar, l'attentat de Chinigodar du 9 janvier 2020, c'est un village qui a été pratiquement exterminé par des groupes terroristes, alors qu'il y avait des forces étrangères dans la région. Ils n'ont ni pu prévenir cette attaque terroriste, ni l'arrêter ou la stopper. Il y a eu d'autres attentats par-ci par-là. Donc, effectivement, il y a encore des attentats commis par les groupes terroristes, mais cela veut dire que les groupes terroristes cherchent à des éclats, des coups d'éclat médiatiques beaucoup plus pour montrer qu'ils sont encore là. Mais sur le terrain, les espaces occupés par ces différents groupes terroristes qui infestent la région se rétrécissent de plus en plus. Ça prouve que cette démarche et cette vision et cette stratégie de mutualisation des moyens et de coopération accrue entre les pays donne des résultats et c'est cette stratégie qu'il faudrait élargir et consolider comme a voulu le faire ou le fait jusqu'à maintenant l'Algérie et en associant tous les pays qui sont concernés par ce fléau. On peut rappeler aussi la Mauritanie qui a aussi été dans une démarche de coopération avec les pays de la région et qui a réussi à endiguer la menace terroriste grâce à ça aussi. Aujourd'hui, le pays qui a le plus besoin d'aide, c'est surtout le Burkina Faso. Burkina Faso, à l'est du Burkina Faso, c'est effectivement le Burkina Faso, il a besoin d'aide militaire, d'aide dans le sens aide en termes d'équipement et de formation nécessaire justement à endiguer cette situation et avec le renforcement aussi de la coopération avec les pays voisins. Quand je parle des pays voisins aussi, avec les pays de la CEDEAO. Alors, Moukhrane Touarabi, les pays composant l'Alliance des États du Sahel ont enregistré des victoires face aux groupes terroristes. Ces victoires s'expliquent aussi par les avantages offerts par les nouveaux partenariats noués avec des pays autres que la France. Aujourd'hui, ces pays ne dépendent pas même sur le plan en termes de matériel militaire. Ils ont aujourd'hui la possibilité d'acquérir du matériel militaire en dehors du monde occidental qui conditionne à chaque fois son aide avec des conditions parfois farfelues. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des pays
il y a le retour en force de la Russie dans la région, parce que la Russie a toujours été présente en Afrique, mais là, il y a un retour en force qui propose justement son aide à ces pays et qui s'avère donc c'est une aide assez précieuse pour ces États sur le plan des équipements et de la formation. Il y a aussi la Chine qui arrive aussi, la Chine qui était connue uniquement sur le plan économique, aujourd'hui, elle propose aussi son aide, son expertise et son matériel militaire, qui est un matériel de pointe et très intéressant et qui met à la disposition des États de la région. Cette diversification de partenariats aussi a donné, s'est répercuté positivement justement sur le terrain des opérations, avec des résultats qu'on voit aujourd'hui et qui vont s'améliorant à l'avenir avec le renforcement de la coopération au niveau régional. Effectivement, l'apport de ces nouveaux partenaires est important et ça prouve que justement on peut travailler avec d'autres États, d'autres puissances et c'est toujours bien de diversifier ces partenaires pour justement avancer. Alors, mon premier tour, Rabi, l'Alliance des États du Sahel ou la Confédération des États du Sahel a été créée justement pour mettre fin aux ingérences des puissances occidentales en Afrique. C'est du moins ainsi que l'expliquent ces initiateurs. Alors, l'Alliance des États du Sahel a été créée aussi pour contrer l'action de la CEDEAO. L'Alliance des États du Sahel a été créée aussi pour permettre aux populations de la région de recouvrer leur souveraineté sur leurs ressources et de construire une économie qui travaille les intérêts des peuples de la région. En quoi la création de l'Alliance des États du Sahel, Rabi, marque-t-elle un tournant dans la dynamique géopolitique de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que vous pensez que la création d'un nouveau bloc va complètement chamboulé. Ça a déjà chamboulé, ça a mis en difficulté d'abord un bloc CEDEAO régional qui s'appelle la CEDEAO. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'AES dans les médias que de la CEDEAO. Et quand on parle de la CEDEAO, c'est en s'interrogeant sur l'avenir de ce bloc régional qui n'a pas su justement créer cette dynamique régionale et avancer sur tous les dossiers qui sont soumis. Avec ce nouveau bloc, justement, qui met en difficulté la CEDEAO, la preuve, la CEDEAO aujourd'hui cherche justement à renouer le contact avec ces États pour tenter de les convaincre de revenir dans le giron de ce bloc économique ouest-africain. Mais la création de cette fédération qui est... Alors normalement, Rabi, la séparation des États composant l'AES et la CEDEAO sera actée en janvier. Janvier 2025, oui. 28 janvier 2025. Et vous pensez qu'il n'y aura pas de retour en arrière? Vu le contexte actuel, oui. On est dans une logique de création d'un nouveau bloc. Tout à fait. C'est une vision à très long terme avec une ligne de conduite bien claire. Je pense aujourd'hui, si les États si la CEDEAO veut justement réussir à convaincre ces États à revenir dans son giron, il faudrait qu'elle apporte les réformes exigées y compris des États membres. Exactement. Aujourd'hui, la CEDEAO reste une entité qui est sous influence étrangère. C'est une entité qui nécessite des réformes profondes. On a vu le président du Sénégalais justement plaider pour l'accélération du MIFI, l'accélération des réformes. Sans des réformes profondes, la CEDEAO ne peut pas récupérer les États membres qu'elle a perdus et au contraire, elle risque d'en perdre d'autres. Aujourd'hui, l'AES continue sur cette dynamique avec cette confédération. Si ils mettent en application toutes les annonces qu'ils ont faites, s'ils réussissent donc à avancer
avancer bien, doucement mais sûrement, dans les prochaines années, on pourrait voir d'autres États rejoindre ce bloc. Et cela prouve qu'effectivement, rien n'est figé dans le temps. Il suffit d'une volonté pour faire bouger les choses. Mais la séparation sera réellement actée si demain je pense les trois États créent leur propre monnaie. Oui, c'est une étape parmi tant d'autres. Vous avez annoncé. C'est un attribut de souveraineté. Mais la question de la monnaie est un attribut de souveraineté, justement, et c'est un point sur lequel les trois États sont en train de travailler. Oui. Il n'y a pas encore de date, mais effectivement, c'est un projet. Va aboutir dans quelques mois ou dans une année, je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, c'est un dossier qui tient à cœur à ces États, parce qu'effectivement, la monnaie, c'est un attribut de souveraineté, sachant que le franc CFA dépend de la Banque centrale française, donc ils ont tout intérêt à sortir de cette monnaie, le franc CFA que tous les acteurs de la région qualifient de monnaie coloniale. Mokhtar Touarabi, il ne nous reste que quelques minutes avant la fin de l'émission. J'ai quand même le temps de vous poser une dernière question, une question qui est quand même importante. Alors, à quel défi fait face l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui ? Quels sont les principaux défis auxquels elle est confrontée ? Nous avons parlé du défi sécuritaire. Il y a aussi d'importants défis économiques. Pour continuer à exister. Pour continuer à exister, il faut justement... C'est encore un projet fragile. C'est un projet fragile. Qui peut être remis en cause demain si il y a un nouveau président qui est élu dans l'un des trois pays et qui peut justement remettre en cause, je ne sais pas. Oui. Ces pays ont besoin aussi de réformes politiques en interne pour consolider la démocratie dans ces États, parce que c'est comme ça que justement ce qu'ils sont en train de construire pourrait justement durer dans le temps. Et il serait pas remis en cause par tel ou tel dirigeant à l'avenir, parce que ils vont l'enraciner dans la doctrine de ces États. Les défis, justement... Les défis sont aussi, me semble-t-il, Mokhtar Touarabi, c'est aussi une question de moyens. Aujourd'hui, l'AES est tenue de trouver les fonds et les ressources stratégiques nécessaires pour la pérennité de l'organisation. Les défis d'ordre économique, au-delà de l'organisation de la Confédération elle-même, mais aussi ils sont confrontés justement à des défis économiques extrêmement importants. Mais ils ont les ressources, ils ont les moyens de relever ces défis. Aujourd'hui, justement, c'est en arrivant justement à se réapproprier leurs moyens et leurs richesses, à consolider leur souveraineté économique, ces pays peuvent justement générer les ressources nécessaires à travers les richesses dont ils disposent, à travers une bonne intégration économique au niveau des trois États. D'ailleurs, ça a bien commencé avec des échanges économiques de plus en plus importants. Vous voyez que le Niger qui vend du pétrole au Mali, au Burkina Faso, et qui achète des produits alimentaires du Mali, du Burkina Faso. Donc il y a déjà cette démarche dans le sens de l'intégration régionale. Et aussi, on constate aussi que les régimes en place sont en train de récupérer le contrôle de leurs richesses qui étaient sous contrôle de certaines multinationales. Tout ça pourrait apporter des ressources financières qui pourraient justement leur permettre de consolider ce socle de coopération régionale et d'aller de l'avant pour justement inscrire ces États de l'Alliance du Sahel dans la prospérité et le développement. Très bien. Mokhtar Touarabi, effectivement, l'objectif de Bamako, de Ouagadougou et de N'Djamena sera, comme vous le dites, d'avoir les moyens de contrôler souverainement leur territoire et de limiter l'ingérence des acteurs étrangers. Le succès de cette alliance pourrait jeter les premières bases d'une fédération ouest-africaine dont les néo-panafricanistes rêvent tant. Merci Mokhtar Touarabi d'avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Merci beaucoup. À moi de vous remercier. Voilà, que vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de
télécharger notre application Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Mohamed Ifarroujen. À la console technique, il y avait Linda. Nos remerciements vont également à l'équipe multimédia d'Ifriqiya FM. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.